Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Frédérique Giavarini, la directrice générale de Nature et Découverte. On va parler avec elle notamment de la certification Bicorp de l'entreprise pour la troisième fois. Notre débat il portera sur cet objectif d'atteindre 40% d'électricité produite par les énergies renouvelables d'ici 2030. C'est demain. Pour ça, il faut des projets participatifs. C'est ce que l'ADEME veut développer, vous verrez. Et puis la start-up du jour s'appelle Nao avec 2 W. On va découvrir ces emballages consignés tout à l'heure. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. C'est tout de suite. Bonjour Frédérique Giavarini, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Nature et Découverte, marque créée en 1990, aujourd'hui présente un peu partout en Europe avec une centaine de magasins. Et on va parler de cette certification Bicorp, certification en juillet dernier, pour la troisième fois. Ça représente quoi pour Nature et Découverte ? Alors ça représente avant tout la reconnaissance de l'engagement historique de Nature et Découverte. Nature et Découverte, c'est une entreprise qui a été créée en mettant les engagements au cœur de son modèle. Donc c'est dès le départ une entreprise qui s'est engagée en faveur de la protection de l'environnement ou de la protection de la biodiversité. Ça signifie que ça s'est manifesté par la signature d'une charte environnementale, d'un premier rapport de développement durable dès 1993, ce qui est très très tôt. Vous étiez pionnier, oui. 1994, on crée une fondation pour porter les engagements de Nature et Découverte. Et dès 2007, on fait le premier bilan carbone. Donc cette certification, cette troisième certification, c'est évidemment une fierté, mais c'est avant tout la reconnaissance de tout un écosystème et des valeurs de Nature et Découverte qui sont fortement ancrées dans son modèle. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour une entreprise comme la vôtre d'obtenir la certification Bicorp que pour d'autres? Parce que justement, c'était un peu dans l'ADN de Nature et Découverte. Est-ce que c'est un aiguillon, ça pousse à se transformer quand même, l'objectif de la certification? C'est ce que j'allais vous dire, au-delà de la reconnaissance, c'est avant tout un outil de transformation. Est-ce que c'était plus facile pour Nature et Découverte ? Peut-être au début, Nature et Découverte a été pionnière, a été la première entreprise de la distribution à être certifiée Bicorp en 2015, quand le label ou la certification a été importée des États-Unis en France. Et donc ça voulait dire que peut-être qu'elle était prête. Pour autant, comme je vous le disais, Bicorp, c'est un outil de transformation et d'amélioration continue. Ça vous aide à mesurer votre performance extra-financière à un référentiel et à d'autres entreprises. Et à progresser. Parce que là, on parle d'une troisième certification. Tout l'intérêt de cet outil, c'est de mesurer et donc de définir la feuille de route pour vous inscrire dans un processus d'amélioration continue sur les domaines environnementaux, sociétaux et qui touchent 5 grands piliers que sont l'environnement, la collectivité, les clients, les collaborateurs évidemment et la gouvernance de l'entreprise. Oui, donc il y a vraiment ces piliers-là. Est-ce que c'est une aiguillon ou un aiguillon, il faudrait que je parle français, un aiguillon ou une boussole? Et c'est drôle parce que je vais relier à cette question à la raison d'être, puisque vous avez défini l'an dernier Nature et Découverte sa raison d'être. Je vais la citer: offrir des solutions concrètes, produits et expériences à ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Moi, quand je discute avec des chefs d'entreprise qui ont défini leur raison d'être, ils disent souvent c'est une boussole. Est-ce que vous diriez ça aussi de la certification Bicorp d'une certaine façon? Est-ce que ça vous donne un cap à tenir? Je dirais que la raison d'être est un cap, est une boussole. La certification Bicorp, pour moi, c'est un outil surtout. Je vous dis, c'est un référentiel et ça nous aide à définir la feuille de route et les axes de progrès sur chacun des grands domaines que j'ai définis un peu plus tôt. Changer de mode de vie pour vos clients et accélérer la mutation de l'entreprise, c'est ce dont on parle. Par exemple, pour la conception des produits, vous avez dressé une liste de critères rédhibitoires. Alors, il y en a combien et puis qu'est-ce que ça veut dire surtout? Alors, il y en a 27. Ils sont pilotés par un pôle, et ça c'est une innovation, la Nature et Découverte montre combien elle est capable d'être pionnière. C'est le pôle innovation durable, c'est un pôle qui est au sein de la direction des achats et qui travaille de manière continue avec les chefs de produits pour que les produits, peu à peu, soient plus durables, soient moins impactants pour l'environnement et s'inscrivent dans une économie circulaire. Au sein des
référence pilotée par ce pôle innovation durable, il y a les critères rédhibitoires, 28 critères que doivent peu à peu respecter l'ensemble des références de nos produits. On s'est fixé l'objectif que 100% des références respectent les critères rédhibitoires à l'horizon 2025. Ces critères rédhibitoires, ça peut être la traçabilité du bois, ça peut être le fait que les produits alimentaires doivent être bio, qu'il n'y ait pas d'huile de palme, que les métaux doivent être tracés et ne pas provenir de zones de conflit. Il y a tout un tas de critères, pas de Vous les faites évoluer d'ailleurs? Alors, là, ils ont été déjà définis. Les respecter, c'est une très très belle ambition et c'est extrêmement compliqué puisqu'on doit faire évoluer nos fournisseurs pour qu'ils soient peu à peu capables de répondre à ces critères rédhibitoires. On les fera évoluer peut-être avec le temps. Aujourd'hui, c'était déjà un cahier des charges extrêmement ambitieux à respecter. Mais alors justement, cette question de la chaîne de valeur et donc des fournisseurs, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comment vous dites peu à peu, j'ai retenu ça dans votre phrase, ça veut dire que vous les accompagnez aussi dans cette mutation, vous ne leur mettez pas une pression à 6 mois ou à 1 an, comment ça se passe? Non, on doit travailler main dans la main avec nos parties prenantes et nos fournisseurs en particulier. On sait combien les choses évoluent, combien la mesure, ne serait-ce que la mesure de l'impact du CO2 émis par une entreprise elle-même évolue. On s'est focalisé pendant très longtemps sur les scopes 1 et 2. On sait que ces scopes ne représentent la plupart du temps à peine 10% de l'impact carbone d'une entreprise et que c'est le scope 3, donc ces émissions indirectes, et pour ce qui nous concerne, nos produits qui sont au cœur de notre impact CO2. Donc nous devons nous attacher à commencer la réduction, à le mesurer d'abord, ce scope 3, puis pour pouvoir ensuite le réduire. Et pour cela, nous avons besoin de travailler main dans la main avec les fournisseurs, d'identifier les axes de progrès, et ça prend du temps. On ne peut pas demander à un fournisseur qui a toujours travaillé d'une certaine manière de changer du jour au lendemain sa manière de faire. Donc l'intérêt, c'est de les accompagner. On doit le faire de manière responsable et durable. Ça veut dire aussi préserver l'emploi et ne pas lâcher des fournisseurs du jour au lendemain. Est-ce que sur ces critères rédhibitoires, si on essaye d'être un peu optimiste, ça peut s'inverser? Je pense à cette question parce que il y a hier, je crois, ou avant-hier peut-être, on était avec un représentant du WWF sur les enjeux de déforestation annoncés à la COP 26 et il parlait d'une filière de l'huile de palme durable qui est en train de se mettre en place. Donc est-ce qu'on pourrait inverser un certain nombre de critères rédhibitoires? Vous voulez dire les regarder positivement? Se dire d'un seul coup, on va pouvoir réutiliser de l'huile de palme parce que c'est de l'huile de palme durable et qu'on en a la preuve. Je pense que c'est possible. Dès lors qu'on en a la preuve et que les choses sont mesurables, tangibles, il ne faut pas s'interdire de le faire, évidemment. Je voudrais parler de l'implication des collaborateurs de Nature et Découverte. Comment vous les emmenez avec vous dans ces objectifs? Alors, elle est fondamentale, elle est au cœur de la réussite de l'entreprise et elle est assez épatante, j'ai envie de dire. Quand on arrive dans cette entreprise, l'engagement des collaborateurs est quelque chose que vous percevez de manière immédiate. Vous êtes ancienne DRH? Je suis ancienne DRH. Groupe Fnac et ensuite Fnac Darty, c'est ça. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis sensible. Mais comme dirigeant, je pense on ne peut pas ignorer que l'engagement des collaborateurs est un levier clé de la réussite de l'entreprise. Chez Nature et Découverte, c'est évidemment lié à tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les valeurs de l'entreprise à l'origine. C'est également lié au fait que dès 2003, on a mis en place ce qu'on a appelé un réseau vert, c'est-à-dire on a demandé à des collaborateurs volontaires de se désigner dans les organisations, donc dans les magasins, pour relayer les engagements RSE de Nature et Découverte auprès du reste des collaborateurs. Ces réseaux verts, ils ont aussi la responsabilité, avec les collaborateurs du reste des magasins, d'identifier des projets qui pourraient être soumis au financement de la Fondation Nature et Découverte. Donc ils viennent porter des projets, ils les rendent visibles, ils les amènent dans ce qu'on appelle des comités coups de main, pour que la Fondation décide ou non de les accompagner et de les financer. Donc ça fait partie du cœur du modèle d'engagement. Les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être, qui sont réaffirmées et que nous venons encore de présenter récemment dans le cadre du plan stratégique Ambition 2025, contribuent évidemment à continuer de nourrir cet engagement. Et puis nous le mesurons à travers un outil qui s'appelle Supermood, qui est un outil de mesure de l'engagement des collaborateurs que nous faisons tous les mois. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs. On a vu, pendant que vous parliez des réseaux verts, 10% des collaborateurs qui y participent, et puis 6% de la masse salariale qui est investie dans la formation. Quel type de formation? Est-ce que c'est aussi une formation liée à ces enjeux Bicorp? Ça peut l'être, oui. C'est de la formation aux produits, c'est de la formation au commerce.
on a des vendeurs qui sont experts. On implique également les salariés dans la formation. Une large majorité des formations chez Nature et Découverte est opérée par des salariés de Nature et Découverte. Donc ça aussi, c'est générateur d'engagement. On reconnaît votre expertise, vos connaissances, et on vous demande de les transmettre au reste des collaborateurs. Mais comme vous le disiez, oui, il peut y avoir des formations qui portent sur ces enjeux. Nous avons récemment, au niveau du comité de direction, réalisé une fresque du climat, et nous avons l'ambition de la faire porter dans toute l'entreprise auprès de l'ensemble des collaborateurs. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'on reçoit ici tous les mois des représentants de la Convention des entreprises pour le climat. Vous en faites partie, et ils nous disent que la première session, c'était une claque. En termes de prise de conscience, un électrochoc. Donc c'est aussi ça que vous voulez transmettre aussi aux salariés? Je pense que le sujet du climat, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement technique. Et donc oui, il faut prendre le temps de l'expliquer et de faire de la pédagogie pour le faire, et de comprendre quel est l'impact de l'activité humaine sur le climat. On ne peut pas transformer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est basique, mais il faut le rappeler. Mais ça fonctionne assez bien. Et la fresque du climat, c'est un peu cela. C'est un peu une prise de conscience pour ensuite définir quels sont les axes de travail pour progresser. Merci beaucoup, merci Frédéric Giavarini. À bientôt sur Bismart. On va parler énergie renouvelable et projets participatifs. Ça, c'est important. Le rôle des projets participatifs dans le développement des énergies renouvelables. Voilà le thème de notre débat. J'accueille Stéphane Louillat, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de service adjoint au service réseau énergie renouvelable de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et puis avec nous en visioconférence, Jean-Baptiste Blondel, qui est le cofondateur du projet Enercitif. Bonjour à vous aussi, bienvenue. Peut-être Stéphane Louillat, il faut commencer par rappeler les objectifs à un horizon qui est très court, qui est l'horizon 2030. On ne va pas pouvoir se passer des énergies renouvelables. Il faut poser ce postulat. Oui, exactement. On a des objectifs qui sont fixés à 2030, un objectif plus lointain qui est à 2050, qu'on appelle la neutralité carbone, qui fait qu'on va devoir fortement diminuer la consommation d'énergie fossile et les substituer par des énergies renouvelables. Alors là, si on prend quelques chiffres que vous avez donnés, la place des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie française, l'objectif c'est 33% d'énergie renouvelable, on est à un peu moins de 20% actuellement, ça c'est l'objectif 2030, c'est l'objectif 2030, on est bien d'accord. Oui, et puis si on parle de la place des énergies renouvelables dans la production d'électricité française, 40% objectif 2030, on est à 25% actuellement. On parle souvent d'énergie renouvelable dans cette émission. Et ailleurs d'ailleurs. Et forcément, le premier écueil dont on parle, c'est l'adhésion des riverains. Est-ce que vous êtes conscient que cet objectif repose sur l'adhésion des riverains? Parce qu'il y a souvent un décalage entre des sondages qui nous disent que les Français sont favorables aux énergies renouvelables et puis des cas d'école localement où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a des sondages qui sont du coup assez favorables dans les opinions par rapport au développement des énergies renouvelables, puisqu'on a des enquêtes d'opinion qui indiquent que 80% des Français sont favorables au développement des énergies renouvelables. Et effectivement, on a parfois des oppositions locales. Alors on n'a pas systématiquement des oppositions locales. Il ne faut pas les surestimer, mais elles existent. Elles existent, oui, tout à fait. Et effectivement, l'appropriation des projets par les citoyens est un élément important sur lequel on travaille, notamment parce que l'accélération qu'il va falloir mettre en œuvre pour développer, pour atteindre les objectifs que vous avez rappelés en termes de développement des énergies renouvelables, vont se passer sur les territoires et vont donc devoir être appropriés par les territoires, appropriés par les citoyens de ces territoires. Alors justement, cas d'école avec Enercitif, Jean-Baptiste Blondel. C'est quoi Enercitif? Expliquez-nous. Alors Enercitif, en fait, ça veut dire énergie citoyenne en Île-de-France. Et c'est un collectif d'habitants de Paris et d'Île-de-France qui veulent développer l'énergie solaire et plus largement les énergies renouvelables et qui veulent lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est aujourd'hui près de 300 coopérateurs et coopératrices qui ont investi un minimum de 100 € ou plus dans cette aventure, avec deux missions. La première, produire de l'énergie renouvelable locale maîtrisée par les citoyens. Donc chacun va pouvoir décider où sont installés les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Donc on a
les citoyens participent au choix et au dimensionnement des installations. Et la deuxième mission, c'est sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie, aux bonnes pratiques pour réduire sa consommation, parce que finalement, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est en premier lieu celle qu'on ne consomme pas. Évidemment. Il y a combien de projets en cours que vous accompagnez? Alors, on a aujourd'hui une quinzaine de projets, c'est-à-dire 15 centrales solaires. Donc aujourd'hui, on développe de l'énergie solaire sur des toits d'établissements publics ou des toits de HLM. Donc c'est des centrales qu'on a démarré d'installer l'année dernière en 2020. Donc on a 15 projets, il y en a 10 qui ont été installés, dont une qu'on a inaugurée en début d'année au pied de la Tour Eiffel, sur le toit d'un centre sportif. Et il nous en reste encore 5 à installer là, dans les mois qui viennent. Et notre ambition, c'est pour les années qui viennent, vraiment de passer à l'échelle après ce galop d'essai. Et nous visons une centaine de centrales et plusieurs milliers de coopérateurs. Donc ça voudrait dire passer d'un rythme d'installation d'une centrale tous les 2 mois à une centrale toutes les 2 semaines. Voilà, pour se représenter un petit peu le niveau d'ambition qu'on a. Est-ce que c'est plus compliqué avec l'éolien d'emporter l'adhésion des riverains? Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi? Alors, je pense que l'enjeu principal de ces projets citoyens, justement, c'est de permettre à chacun, aux riverains, de s'associer et de donner leur avis. Et de tirer aussi une partie des bénéfices. C'est-à-dire que quand vous avez un projet d'éolien qui s'installe dans un territoire et que les revenus sont essentiellement distribués à des actionnaires privés, les riverains peuvent se dire et moi dans l'affaire, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et donc le principe des projets citoyens, c'est les citoyens vont investir une partie de leur épargne, ils vont donner du sens à leur épargne, et ils vont avoir une certaine redistribution du revenu. Donc on partage la valeur, et les citoyens ont leur mot à dire dans la façon dont on va installer les éoliennes, leur dimensionnement, leur taille, le matériel, à qui on achète, etc. Donc c'est le principe d'une gouvernance qu'on dit participative. Sur le principe, une personne égale une voix. Donc, c'est pas parce que j'investis, par exemple, 5 000 € que j'aurai plus de voix que mon voisin qui a investi 100 €. Chacun participe aux décisions stratégiques. Ces projets à gouvernance locale ou à gouvernance participative, Stéphane Louya, ils sont quoi? Ils sont très minoritaires aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 150 projets en fonctionnement, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie, d'ailleurs de l'électricité ou de la chaleur ou du gaz. Ce n'est pas réservé uniquement au secteur de l'électricité renouvelable. Ils représentent aujourd'hui moins d'1% de la production d'énergie renouvelable nationale. Donc ils ont une part effectivement minoritaire, mais ils ont une croissance très importante. La ministre a annoncé le 8 novembre une ambition politique à 2030 d'avoir 1000 projets à gouvernance locale qui soient développés d'ici 2030 et que ces 1000 projets soient inscrits dans la planification pluriannuelle de l'énergie. Donc on a un objectif fort de déploiement et 1% veut dire aussi qu'on a une place très importante à prendre, c'est-à-dire qu'on a un potentiel de développement très important à prendre et la dynamique que l'on rencontre sur ces projets depuis 5 ans montre clairement que les citoyens souhaitent reprendre la main sur l'avenir énergétique de leur territoire et que les collectivités souhaitent les accompagner. On a beaucoup de collectivités aussi qui souhaitent prendre des options importantes pour le développement de ce type de projet sur les territoires et qui souhaitent y associer les citoyens. Ils ont compris le bénéfice qui a été indiqué du fait que les revenus sont plus sur les territoires quand on est sur un projet citoyen que quand on est sur un projet, on va dire, de conception traditionnelle. On considère qu'il y a 2 fois plus de revenus sur les territoires par des projets citoyens. Et en plus de ça, quand on a un projet à gouvernance locale, comme ça a été précisé, les citoyens participent à la gouvernance du projet, participent aussi aux études préalables du projet. Et donc, ils participent pleinement au montage du projet, à son implantation et à sa typologie. Et alors justement, Jean-Baptiste Blondel, qu'est-ce qui est le plus important dans le retour de ces citoyens qui participent à ces projets? Est-ce que c'est les espèces sonnantes et trébuchantes ou finalement d'avoir voix au chapitre? Oui, alors je pense que c'est effectivement avant tout avoir voix au chapitre. Les 300 personnes qui nous ont rejoints là, en quelques mois, c'est des gens qui veulent s'inscrire dans un intérêt général, bien sûr avoir un certain revenu avec l'épargne qui a été placée, mais c'est avant tout pouvoir se mobiliser, être acteur, reprendre contrôle, donner son avis. Est-ce qu'on achète des panneaux solaires chinois ou allemands, où est-ce qu'on les installe? Donc c'est vraiment participer pleinement à cette aventure du développement de l'énergie renouvelable et aussi
sensibiliser à la réduction des consommations d'énergie, aller voir les jeunes générations, les élèves, les collégiens, les habitants des HLM pour les aider aussi à comprendre les enjeux de l'énergie et à réduire leur consommation et leur facture énergétique par la même occasion. Stéphane Louillat, le cadre législatif de ces projets, il a été récemment précisé grâce à la loi climat et résilience. Ça change quoi concrètement ? Ça précise le cadre juridique, ça précise aussi le cadre de financement, ça précise la manière à laquelle les pourcentages de participation des citoyens et des collectivités pour que le projet puisse rentrer dans la classification des projets citoyens. Et en plus de ça, ça permet de faciliter l'octroi d'un certain nombre de dispositifs de financement en rentrant dans cette catégorie des projets citoyens. Voilà. C'est ce cadre-là qui a été précisé. Mais quand je vous écoute, est-ce que ça devrait pas tout simplement être la norme ? C'est-à-dire que tous les projets se fassent sous cette forme-là ? C'est peut-être une question un peu naïve, mais pourquoi ce n'est pas la norme ? Disons qu'on ne peut pas fixer une norme sur un développement de projet. Il y a forcément, on va dire, un éventail de porteurs de projets très différents. Nous, on souhaite effectivement favoriser et faciliter les projets citoyens, mais la place est ouverte à tous les types de projets, à tous les types de développement. Donc, on ne souhaite pas cantonner le développement de ZENR aux projets citoyens. On a vu qu'ils ont une part qui est quand même relativement modeste aujourd'hui. L'ambition est très importante, mais effectivement, les bénéfices que l'on peut identifier en termes de gouvernance, de revenus sur les territoires tendent à favoriser ces projets sur les territoires nationaux. Et un certain nombre d'élus ne s'y sont pas trompés, puisqu'un certain nombre d'élus aujourd'hui portent ces initiatives et portent ces dynamiques. Comment l'ADEME sur le terrain, par ses études, par son action, accompagne ces projets participatifs ? Alors on les accompagne directement et indirectement. D'abord directement parce que l'ADEME est implantée sur tout le territoire national avec des implantations dans les régions. Et on accompagne aussi un réseau d'énergie citoyenne qui déploie l'action sur ces sujets-là sur les territoires. Et on accompagne aussi financièrement un certain nombre d'études. Ça nous arrive aussi parfois d'accompagner financièrement quelques investissements pour faciliter le déploiement de ces projets. Une dernière question, Jean-Baptiste Blondel, combien ça rapporte ? J'imagine que ça dépend de l'investissement de départ, mais c'est l'objectif. J'ai bien compris que l'engagement et la voix au chapitre étaient plus importantes, mais combien ça peut rapporter ? Ou faire économiser d'ailleurs ? Alors en fait, combien ça rapporte, ce sont les citoyens, les coopérateurs qui vont le décider en assemblée générale en fonction des profits qui sont faits, qu'est-ce qu'on se redistribue. Et le principe qu'on a acté, c'est globalement de rapporter à peu près autant que le livret A. Donc savoir, le but n'est pas de faire beaucoup d'argent, il est d'avoir une épargne qui a quand même un minimum de rentabilité de l'ordre de grandeur du livret A. Par exemple, qui est le livret, j'ai envie de dire, d'épargne préféré des Français. Merci beaucoup à l'un et à l'autre pour ces informations, pour ces précisions. On passe tout de suite à Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. On parle des emballages tout de suite dans Smart Ideas avec Laurence Père. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de NAO pour No Waste in My World. Vous l'avez créé il y a 2 ans. Avec quelle ambition ? C'était quoi votre idée de départ ? Alors, l'ambition de départ, c'était de supprimer les emballages à usage unique de la vente alimentaire à emporter, à la fois dans les entreprises, dans les magasins et évidemment aussi dans les restaurants, et le remplacer par un acte un peu oublié qui est la consigne, mais qui a de fortes vertus environnementales et des vertus de fidélité aussi. Alors, comment ça marche ? Quel service vous proposez ? Alors, très concrètement, on s'adresse aux restaurants et aux magasins et on va leur proposer de remplacer les emballages jetables dans lesquels ils conditionnent leur boucherie, fromagerie, salade, etc., dans des emballages qui sont en dur, donc qui sont soit en verre, soit en plastique réutilisable, qui sont étiquetés pour être tracés, et que le client paye à la caisse, et quand il revient dans le magasin, redéposer l'emballage dans les collecteurs qu'on a développés, les collecteurs NAO, il récupère sous une forme soit physique, soit digitale leur consigne.
ça repart pour un tour après un lavage. Ouais, Voilà. alors ce qui est passionnant, il y a pas mal d'initiatives de consignes. Moi, c'est vrai qu'on réinvente quelque chose que nos grands-parents, on va dire, connaissaient très bien, sauf que les filières, elles ont souvent totalement disparu. Est-ce que c'était l'un des freins ou l'une des difficultés que vous avez rencontrées en créant Nao? Alors, en créant Nao, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que le changement fait peur et que les emballages à usage unique ont quand même pas mal de vertus. Et comme souvent, en fait, on a facilité le travail de l'industriel sans beaucoup penser aux impacts environnementaux après. Et donc, pour redévelopper les filières de consigne, on a dû redévelopper des circuits de collecte, de lavage, et surtout un parcours client en magasin qui est super simple, parce qu'il ne s'agissait pas de créer énormément de contraintes pour les clients. Ouais. C'est quoi le modèle économique de Nao? Alors, le modèle économique s'appuie sur un abonnement au service qui est sur mesure et clé en main pour l'entreprise ou le magasin, dans lequel en fait on vient mettre à disposition ces contenants, le logiciel de traçabilité qui permet que tout soit sécurisé et qu'on rembourse 2 € si on a payé 2 € et pas plus, pas moins. Et ensuite, une facturation à l'usage de la collecte et du lavage en fonction des flux. Vos collecteurs, parce qu'il y a donc ces collecteurs, on a vu quelques images, ils sont fabriqués en France, je crois, ça c'était un objectif. Là aussi, bon voilà, vous avez trouvé des partenaires assez facilement. Comment ça s'est passé? Voilà, donc là on a un de nos modèles de collecteurs qui est utilisé pour les emballages en plastique réutilisables, que ce soit des gobelets ou des emballages de repas. Et donc on a designé nous-mêmes au sein de l'équipe l'aspect mécanique, électronique et électrique. Et on a trouvé un super partenaire en Bretagne pour l'ossature bois. Et nous assemblons le bois et les éléments informatiques dans un atelier qui emploie des personnes en parcours d'insertion en Île-de-France. Donc on a vraiment souhaité faire français. Oui, et puis alors effectivement, il y a cette volonté de créer, je vois ça à triple objectif, on finira avec les emballages de table, on l'a évoqué, la sensibilisation, je vais en dire un mot, mais créer des emplois locaux non délocalisables. Bel objectif, comment vous tenez cette promesse en quelque sorte? Alors, pour nous, les filières de consigne, elles doivent créer de l'emploi en France. Il est hors de question qu'on envoie des bouteilles ou des emballages repas se faire la laver en Pologne. Ce serait une absurdité environnementale. Tout à fait. Ouais. Donc on va aller chercher au plus près des magasins, au plus près des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont une activité traiteur ou une activité de lavage et qui vont chercher des compléments de revenus en prenant en charge notre lavage. Ensuite, on voit qu'il y a du redéveloppement de centres de la lavage dédiés et c'est une très bonne nouvelle pour la filière. Ouais. Sur la sensibilisation, je voudrais parler des restaurateurs notamment. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils se disent ah là, c'est une galère, c'est de la complication et finalement bon c'est pas pour moi? Comment ça se passe? Alors il y a d'un tout. Il y a des restaurateurs qui attendent des solutions parce qu'il y a les lois qui leur imposent, la loi Egalim et la loi AGEC qui leur imposent de réduire les emballages jetables et trouver des solutions contre l'usage unique. Mais ils sont démunis, ils n'ont pas le temps en fait d'aller eux-mêmes faire le tour du marché pour trouver des choses qui leur conviennent. Donc ils attendent des solutions et nous là ils viennent voir même en beaucoup d'appels entrants sur le site de restaurateurs un peu démunis. Et puis on a d'autres acteurs qui sont plus prudents et qui nous disent c'est très bien, maintenant je veux m'assurer que mes équipes soient dans la boucle, que mon dressage soit réinspecté, que ma marque soit respectée et là on les accompagne bien sûr sur le choix des contenants. On a vraiment un travail et une expertise de restaurant grâce à entre autres à mes associés qui nous permet de savoir de quoi on parle. Merci beaucoup, merci Laurence Père. Bon vent à Nao, No Waste in My World. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain. Merci à toutes les équipes de Bismart qui je vais citer aujourd'hui. Je vais citer Joséphine, je vais citer Romain, je vais citer Alexandre et je vais citer Carla. Salut.